Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. On avait envie de faire un petit bilan pour clôturer cette saison qui a été dense et qui a vraiment fini sur les chapeaux de roue jusqu'à une demi-finale de play-off. Puis voilà, revenir sur plusieurs éléments clés et puis se projeter un petit peu sur la saison suivante aussi. François, très rapidement, est-ce que tu pourrais commencer en présentant à nouveau ton parcours et ton poste au sein du club, même si de nombreux supporters te connaissent déjà? Ouais, alors je commence par le poste au sein du club qui évolue, puisque j'étais consultant, j'étais pas forcément à plein temps, même si cette année, avec justement la densité de la saison, et en fait j'étais concrètement à plein temps, et justement pour être en phase avec ça, je vais devenir salarié du club et être plein temps JL à partir de la saison prochaine. Et puis l'évolution du club réclame justement d'être complètement à plein temps, donc je n'aurai plus de mission de consulting annexe comme j'ai pu en avoir les années précédentes. Donc voilà, je serai le terme, on sait pas en fait, on dit ce qu'on veut. Directeur sportif, j'aime pas trop, c'est assez limitant. Manager général sportif, DG sportif, enfin voilà, c'est en tout cas la mission sportif et structuration autour de ça du club. Et sur mon parcours, donc j'ai été agent pendant 20 ans, jusqu'en 2019, où ma spécialité c'était un peu l'importation de joueurs étrangers. Les Burgiens, notamment, peuvent sans doute se rappeler d'un certain Devin Booker, dont j'étais l'agent. Mais beaucoup d'autres, évidemment, puisque sur 20 ans, j'avais dû faire l'équivalent de 800 contrats, je pense, enfin, à peu près 40 par an. C'est pas rien. Voilà, c'était assez important comme activité. Et j'avais développé en parallèle, je ne sais pas si on peut appeler ça une compétence, mais en tout cas une activité ou une aspiration d'intégrer un club d'abord en étant consultant sportif au niveau du club de Nanterre pendant de longues années, notamment une période un peu dorée du club de Nanterre où j'étais en binôme avec Pascal Denadieu, comme je peux l'être maintenant avec Freddy ici, où on avait une vraie complicité, on travaillait beaucoup et très bien ensemble. Et donc je devais rentrer au club de Nanterre, et ce qui s'est pas fait finalement. Et c'est donc Tony Parker qui m'a fait intégrer des postes internes à des clubs en me recrutant à l'Asvel pour 2 saisons. Et après, j'ai fait Žalgiris Kaunas en Euroleague aussi, une petite saison. Et donc, mon arrivée à la GL Bourg. Voilà, j'essaie de faire au plus rapide. Merci, c'est très bien résumé et sur le parcours et c'est bien aussi de connaître tes futures évolutions de poste. Je te propose de revenir rapidement donc déjà sur cette saison. De manière générale, que penses-tu un petit peu des résultats? Quelles sont tes fiertés, tes déceptions? Alors, le terme densité, il est vraiment approprié parce que déjà l'intersaison a été mouvementée, puisque quand on fait une saison aussi exceptionnelle qu'on a faite en 2023-24, évidemment qu'on est scruté et que les joueurs sont scrutés et que donc on perd énormément de joueurs. Donc déjà l'intersaison a été extrêmement dense. Euh, mais on n'a pas eu des grosses difficultés non plus à recruter, parce qu'en surfant sur cette vague de résultats, le fait est qu'on était plutôt attractif. Et toute cette reconstruction, et la reconstruction ne s'arrête pas au recrutement, il faut aussi lancer la saison, il faut s'assurer que ça soit cohérent par rapport aux axes de recrutement qu'on a définis avec le coach. Et évidemment, tout le monde a vu que ce n'était pas exactement ce à quoi on avait pensé, même si on a super bien démarré la saison. Sur les 15 premiers matchs, je crois qu'on a 14 victoires, hein, y compris la pré-saison. C'est quand même important en pré-saison, même si ça n'est que la pré-saison, certes, mais le démarrer positivement, c'est toujours mieux. Et donc, derrière, on a un petit peu dévié de ce parcours-là, et on a eu des difficultés dans le backcourt, et ça a amené moins de fluidité dans le jeu. Et puis les joueurs s'y retrouvaient moins, et il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de choses comme ça à gérer. Heureusement, on a réussi au fil de la saison à récupérer un peu l'idée directrice et puis un peu l'identité de ce qu'est la JL. Beaucoup de rythme, se passer la balle, euh, de l'énergie plutôt positive quand même. Mais la saison elle est évidemment positive, parce qu'une troisième demi-finale de rang, c'est très positif. Mais il y a eu des petits moments dans la saison qui apportent de la frustration, et on aurait pu mieux faire, on peut toujours mieux faire, mais aussi on aurait aussi pu faire pire, parce qu'on peut aussi toujours faire pire. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont particulièrement surpris, toi qui es finalement le recruteur? Tu as, je suppose, des attentes assez précises sur certains joueurs. Est-ce que tu as des profils qui t'ont surpris bien ou moins bien pendant cette saison? Ouais, alors c'est difficile de donner des bonnes notes, des mauvaises notes, et puis j'aime pas trop ça en plus.
Moi, ce qui m'importe, c'est que l'ensemble soit fonctionnel, ce qui veut dire que ce à quoi on a pensé à la base, les joueurs, plus ou moins, et les curseurs qui s'adaptent en cours de saison, ont apporté ce qu'on attendait d'eux. Donc, au bout du compte, globalement, ils ont quand même répondu à l'attente. Évidemment, l'Eurocup, c'est une déception, mais il faut quand même pondérer la déception au fait que si on n'avait pas, excusez l'expression, fait les cons contre la Salonique ici, on aurait terminé troisième de la poule d'Eurocup. Et que concrètement, on est le 7e budget sportif de cette poule d'Eurocup et qu'on termine 7e. Donc, c'est une déception, certes, mais c'est pas non plus une contre-performance. Donc, on peut estimer que globalement, avec tout ce qu'on a dû faire en cours de saison pour adapter, il n'y a pas eu de grosses déceptions ou de gros plantages. Alors, Brandon s'y retrouvait pas, Brandon Paul s'y retrouvait pas dans le jeu ici. Et puis, il est parti retrouver des couleurs chez les voisins chalonnais, des couleurs très vives. Et c'est simplement une question de rôle, c'est-à-dire que ce qu'on lui a proposé, ça lui convenait pas ici, et ça, c'est pas lié à la qualité du joueur, c'est pas lié au fait que ce soit potentiellement une mauvaise idée, puisqu'on a vu que à Chalon, ce qu'on attendait de lui ici, bah, c'est ce qu'il a fait, hein, défendre, prendre des tirs. Mais simplement ici, je pense que c'est lié à la période où le backcourt était un peu moins fonctionnel. Ici est moins retrouvé. Et puis pour revenir sur l'épisode des frustrations, on a pas mal à gérer. Donc ça, j'en ai parlé sur les conditions du départ de Jean-Marc, où on a dû assez tôt gérer des épisodes de frustration par rapport à son rôle, et où c'était pas très confortable, même si il a pas du tout fait sa mauvaise tête, qu'on peut dire. Il a redressé en cours de saison, notamment sur la fin de saison. Il a vraiment apporté tout ce qu'il devait apporter. Mais lui, Maxime Salache, s'est retrouvé pas trop dans l'identité de jeu qu'on développait en début de saison, et on a eu pas mal de choses à gérer, on va dire. Je reviens sur un peu l'aspect de la saison dont tu parlais. Tu dis qu'en effet, on peut avoir une déception sur l'Eurocup, mais loin d'être une contre-performance quand même, puisqu'en effet, ça s'est joué à peu. Et par contre, en Betclic Elite, c'est pareil. Alors, il peut y avoir des frustrations, mais on finit dans le dernier carré, finalement, avec ces trois mastodons, en tout cas ces trois grosses équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, la Betclic, justement, qui est dominée par Monaco, par l'Asvel, par Paris, comment on peut faire un petit peu, nous, à notre échelle de Bourg-en-Bresse, et même pour d'autres équipes, pour s'imposer face à ces modèles économiques dans ce championnat, en tout cas? Bah, la réponse, justement, c'est dans réussir à trouver un équilibre d'équipe qui fait qu'il y a un esprit qui porte une équipe au-delà de la performance qu'on peut attendre. Parce que le paramètre économique est important, mais à un moment, cette rationalité économique, y répondre pour surpasser cette réalité-là, ça n'est que par une énergie collective, un esprit collectif, ce qu'on a pu voir le MSB développer sur certains épisodes pendant la saison, partiellement par exemple, et que nous on a fait sur 2023-2024. Donc la réponse, elle est là pour essayer de chatouiller ces équipes-là, sachant que entre la force économique et l'attractivité de l'Euroleague, et il ne faut pas se leurrer, évidemment, que n'importe quel joueur qui va être sollicité pour aller dans ces clubs-là va y aller. Pour parler très clairement, même si on voulait surpayer un joueur, ce qu'on ne fera jamais, parce que là on commence après à dévier de ce qu'on sait faire, mais si on voulait payer 300 000 à un joueur parce que à l'Asvel on lui propose 200 pour jouer l'Euroleague, il irait quand même jouer l'Euroleague pour 200. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de rentrer dans cette logique-là. Donc encore une fois, il faut compter sur bâtir une équipe la plus homogène possible, avec un état d'esprit le plus positif possible, et arriver à générer de l'enthousiasme à l'intérieur de cette équipe et autour, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Je bascule sur notre seconde compétition, donc l'Eurocup. Comme tu le sais, et suite aussi à une vraie volonté, on a demandé aux supporters s'ils avaient des questions à te poser, à nous poser au club. Et on a notamment une question de Sébastien qui nous demande quelle est la raison pour laquelle on reste en Eurocup. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de basculer sur une autre Coupe d'Europe? Et quels sont les objectifs pour le club dans cette compétition? Alors il y a beaucoup de raisons pour rester en Eurocup. Déjà, il y a une forme de fidélité, parce que ce sera la 6e saison l'année prochaine. Donc, il y a une forme d'habitude pour nous de la disputer. Alors, les raisons de cette fidélité, c'est que le nouveau format propose énormément de matchs, et que justement, par rapport à ces joueurs qui veulent s'exposer, puisqu'on en est là maintenant, les joueurs sont d'abord en recherche d'exposition, et donc il faut jouer des matchs. Donc avoir 18 matchs de saison régulière,
C'est important. C'est important sportivement pour nous, c'est important économiquement pour le club aussi. Et le format BCL ne garantit que 6 matchs au départ. Donc c'est quand même 3 fois moins. Et il y a une forme d'incertitude. Alors il y a toujours ce débat BCL Eurocup, quelle compétition est la plus forte? Je pense que c'est un débat qui est un peu inepte parce que sur la globalité de la compétition, ça n'a pas de sens. Après, quand on arrive sur le top 8, top 4, je pense que les compétitions se valent à peu près et notamment avec l'afflux d'équipes espagnoles sur la BCL, en effet, le plateau final de la BCL est fort. Après l'Eurocup cette année, avec Valence et Hapoel Tel Aviv qui voulaient retrouver l'Euroleague et qui l'ont retrouvé, ça a créé aussi un effet levier où le niveau a augmenté, le niveau notamment des capacités économiques des clubs pour attirer des joueurs. Et donc c'est devenu très, très complexe. Mais pour autant, on veut rester compétitif, on veut se frotter à ce qui se fait de mieux. Et ce qui se fait de mieux en Europe, c'est l'Euroleague. Donc la compétition qui, en toute logique, est juste en dessous de l'Euroleague ou qui peut être un sas d'accès à l'Euroleague dans l'esprit notamment des agents des joueurs, c'est l'Eurocup. Donc on a énormément de raisons de continuer à jouer l'Eurocup. Et nos objectifs, pour reprendre la deuxième partie de la question? Les objectifs, c'est de sortir de la poule, c'est-à-dire que de faire un top 6, c'est ça l'objectif. Alors idéalement, c'est de sortir dans le top 4, mais alors ça dépend des tirages, ça dépend des moyens économiques que les équipes peuvent mettre d'une année sur l'autre. Bon, cette année, on avait, dans l'autre poule avait beaucoup de grosses équipes. Nous aussi, on avait Venise, pour parler aussi très concrètement. Venise dépense à peu près 5 millions d'euros pour son équipe, simplement pour son équipe, quand nous, on est à 1,5 million. Donc, on a un rapport de 1 à 3. Il y a un aspect talent qui, souvent, sur des matchs cruciaux, on les a vus ici quand même, venir sortir un match très solide avec un joueur qui va certainement signer en Euroleague qui avait été dominant. Et à un moment, la puissance économique oui, fait son travail. Mais pour autant, on se doit de rester ambitieux. Donc on va ambitionner de sortir de la poule et essayer de sortir dans le top 4 pour offrir un match ici à domicile de play-off, puisqu'on a quand même de très bons souvenirs de cette période-là. Ça, c'est sûr que je pense que tout le monde a toujours envie de revivre ces émotions, qu'elles soient européennes ou en championnat. En tout cas, une saison est faite pour vivre de ces moments et de ces matchs. Je reviens un petit peu sur l'effectif en tant que tel. Pareil, pour reprendre des questions de beaucoup d'abonnés, là, on a souvent retrouvé cette question, tu t'en doutes, suite aux nombreux départs à la fin de saison. Donc l'effectif va être plutôt clairement renouvelé, on va dire, avec quelques-uns qui seront encore avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer cette vague de départ et ce renouvellement? Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Alors déjà, c'est pas pour le plaisir, parce que alors, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Mais par contre, si j'étais maçon, par exemple, je n'irais pas construire un mur, puis me dire, oh allez, je vais le péter, puis comme ça, je vais pouvoir le reconstruire par plaisir. Voilà, donc je préférais travailler un peu moins à cette période, parce que là, c'est vraiment très, très, très intense. Mais pour autant, il y a donc des circonstances qui font que il y a autant de départs, et il y a le facteur de nos performances qui font que nos joueurs sont scrutés. On a quand même beaucoup de joueurs qui là encore sont sollicités par des clubs d'Euroleague, des joueurs de cette saison, potentiellement plus que de l'équipe de l'an dernier d'ailleurs. Il y a aussi des facteurs générationnels, c'est-à-dire que les jeunes générations ont moins peur de bouger, ont cette envie de découvrir d'autres marchés, d'autres expériences, et sont un petit peu moins attachés au club, au maillot. Enfin, toutes ces questions d'identité-là sont un peu plus aléatoires, on va dire. Et puis, il faut lier ça aussi à l'ambition, c'est-à-dire que nous, on leur vend une ambition collective. Alors, je dis souvent une petite phrase un peu provoque, le basket est un sport individuel qu'on s'évertue à faire jouer collectivement. Mais on n'est pas loin de ça par rapport aux aspirations individuelles des joueurs, puisqu'ils veulent aller au meilleur niveau possible. On ne peut pas tuer ça. Et nous, comme on dit collectivement, on veut être ambitieux, on ne peut pas leur reprocher, eux, d'avoir des ambitions individuelles, puisque les deux sont liés. Donc quand ils ont atteint le niveau nécessaire pour répondre à ces aspirations, ces ambitions, on les voit partir avec regret, et on espère surtout qu'ils reviennent un jour. Certains internautes se demandent si davantage de stabilité ne permettrait pas de meilleurs résultats de manière assez logique peut-être ou... Alors, oui, mais enfin, il faut pouvoir conserver les joueurs. C'est-à-dire que moi, je veux bien, après,
dans le vestiaire, là, on peut essayer d'enfermer les joueurs pendant l'été pour voir si potentiellement ils essaient de ne pas en sortir, mais il n'y a pas de moyen de contrainte. Donc déjà ça, et puis même s'il y avait un moyen, ce serait pas la façon de faire. Donc cette question de stabilité, oui, dans un monde idéal, mais enfin, voilà, on ne vit pas dans un monde totalement idéal, donc on s'adapte. Euh, et je pense que notre manière de faire est la bonne à l'heure actuelle par rapport aux réalités que le marché nous impose. Mais là, je pense qu'on a d'autres questions par rapport à ça aussi après. Et qu'on est un peu, qu'on doit se forcer à pousser ce curseur d'ambition au niveau du club, au niveau des joueurs, et qui veut dire curseur de travail aussi, enfin, pour l'ensemble du club d'ailleurs, enfin, pour vous aussi qui travaillez au sein du club. Et que c'est là, en ce moment en tout cas, qu'est la clé de la continuité de la performance. Parce que moi, je pense que il est préférable d'être 5, 6, 7 années de rang dans le top 4 du championnat, demi-finaliste, que une fois de finir deuxième, troisième, et puis le reste du temps, ne pas y arriver, quoi. Je pense que les temps ont vraiment changé, et il faut vivre avec son temps. Et nous, je pense qu'on perçoit la bonne manière de faire, je pense. Justement, moi, c'est une question que je me pose enfin, je trouve qu'on le ressent depuis 2-3 ans. Euh, on a l'impression qu'on est un peu un club tremplin à des moments, alors ce que je trouve à la fois très positif, parce que ça veut dire qu'on s'est lancé dans le grand bain plusieurs joueurs, que, comme tu le disais, on est regardé, les joueurs sont regardés. Mais est-ce que c'est pas aussi un piège à la fois? Parce qu'en effet, c'est plus dur peut-être de pérenniser une équipe, c'est plus dur de garder ses gars pour ne pas être ce fameux tremplin. Ouais, mais donc c'est lié à l'environnement, c'est lié aux aspirations des joueurs. Donc, c'est- en fait, on peut pas faire autrement. Si on pourrait signer 10 joueurs de Pro B et puis leur donner des contrats de 5 ans, et puis, enfin voilà, mais je doute que ça soit la clé, la solution. Je pense qu'on n'est pas le seul club à souffrir de ça. Euh, je pense aussi qu'il y a un aspect en France qui est important, c'est la fiscalité. Il faut aussi être à peu près clair par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on propose 200 000 à un joueur ici qui est fiscalisé dessus, et puis qu'à l'étranger, les joueurs, leurs impôts sont payés par les clubs, et que c'est net, bon, ben voilà, n'importe qui en fait ferait ce choix-là, et y compris nos joueurs, y compris nos joueurs français en fait, où c'est clairement un paramètre une fois qu'ils arrivent à 24-25 ans, qui sont établis dans leur vie et qui sont financièrement dans des sphères intéressantes, et ils ont envie de moins payer d'impôts. Donc en France, il y a aussi ce paramètre-là qui est en compte. J'enchaîne avec ces questions un petit peu de départ, et tu parlais justement là de la formation et de la jeunesse. C'est une question de Bill qu'on a eue sur les réseaux suite au départ d'Hugo. Pourquoi la GL, qui revendique souvent avec succès les performances de sa formation, n'a-t-elle pas fait de proposition à 2 ex-espoirs, Léon Sifferlin ou Anatole Humeau, pour remplacer notre meneur? Quand on est un club ambitieux qui joue la demi-finale de championnat tous les ans, et puis qui aspire à jouer les playoffs d'Eurocup, la marche est très 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 haute. Elle n'est pas très haute, elle est très 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 haute. Donc sur des profils très spécifiques, on peut leur proposer de faire la transition. Donc c'est ce qu'on a fait à Radim Khan, qui va rester et qui va apporter toute ce qu'on appelle physicalité, sa défense, et sur les postes 3 et 4. Et puis on a Johan Ekanga-Eyawa qui a fini la saison au boulet de canon avec les U18, avec les espoirs, et qui va intégrer le groupe professionnel élargi, et qui va avoir un vrai rôle, parce que lui, du coup, physiquement, il a des aptitudes aussi qui permettent d'imaginer une transition vers le monde pro de manière un peu plus évidente, on va dire. Puis il est plus jeune, donc on a un peu plus le temps. Les autres ont fait ce qu'ils avaient à faire en espoir, donc ils ont envie de jouer aussi. Et donc nous, on ne peut pas leur proposer de rester en espoir, ça n'a pas de sens. Ils ont déjà fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et jouer en pro, c'est compliqué, donc il faut qu'ils aillent prendre leur minute ailleurs. Et comme pour les autres joueurs, on espère juste que si ils se développent jusqu'au meilleur niveau possible, ils aient envie de revenir ici. Par rapport au sujet, un petit peu à part de la GL, là c'est vraiment ton point de vue qu'on sollicite. Qu'est-ce que tu penses de l'exode vers les États-Unis des talents français, ce qui est un sujet assez récurrent ces derniers mois, on va dire? Bah, il n'y a pas grand-chose à en penser, puisqu'il n'y a rien à faire contre, en fait. Enfin, si tant est qu'on puisse être contre, c'est des gamins à qui on propose des conditions financières exceptionnelles, une éducation, une expérience de vie. Je pense que à 98-19% des gens à qui on aurait proposé ça à 18, 19, 20 ans, ils y seraient allés en fait. Donc
c'est une réalité avec laquelle il faut composer, mais qui a des répercussions, et notamment quand on revient encore sur les sujets de stabilité des effectifs et de mentalité des joueurs par rapport à cette stabilité. Il faut savoir que c'est pas seulement le NIL, le fait de payer les joueurs qui est devenu un tremblement de terre dans le basket mondial, c'est le fait qu'ils puissent transférer tous les ans. Et en fait, il y a des équipes NCAA là, qui ont eu d'excellents résultats et qui se retrouvent avec 0 joueur qui reste. Et là, on parle de jeunes joueurs, hein, de 18, 19, 20 ans. Donc, encore une fois, la stabilité, oui, c'est à souhaiter, mais je pense que générationnellement, encore une fois, on est plus là-dedans. Et quand on voit ce qui se passe donc en NCAA, on se dit surtout que sur l'aspect éducatif et compétitivité, c'est inquiétant pour l'avenir. De se dire que tous ces aspects-là sont mis de côté et qu'en effet, maintenant, la trajectoire professionnelle, elle doit être ancrée dès 18 ans et la financiarisation, elle est ancrée dès cet âge-là. Or, avant, c'était plus tard. Et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'il y a des abus, ça veut dire qu'il y a des gens qui se perdent. Donc, ça crée pas dire des drames humains, mais en tout cas des déceptions, des gens qui sont un peu aigris très tôt. Et tout ça, on va devoir le gérer aussi à l'avenir. Donc, c'est pas positif pour ces aspects-là, mais on va trouver des manières d'accompagner ça et de le gérer au mieux. Alors, pour se projeter un petit peu vers l'avenir maintenant, on a une question de David, question simple mais essentielle. Quels sont tes objectifs pour la saison qui arrive? Quels sont nos objectifs? Oui, plutôt, oui. C'est de pérenniser ce beau résultat de top 4. Moi, je pense que c'est essentiel de continuer à être stable à ce niveau-là, et c'est pas gagné tous les ans parce que la marge vers le haut, elle est importante, mais la marge vers le bas, elle ne l'est pas. Et souvent, on recrute des effectifs un peu plus larges que les équipes qui sont en dessous de nous. En tout cas, il n'y a pas des grosses différences avec ces clubs-là, donc c'est important de pérenniser ce top 4. Et puis, encore une fois, de montrer de l'enthousiasme et de montrer cet esprit qu'on a remontré en fin de saison, qu'on avait montré aussi en début de saison, là, où les joueurs sont voilà, contents d'être là, contents de porter ce maillot et contents de faire en sorte d'accomplir les objectifs du club. C'est très important. Comment se passent un petit peu les recrutements? On a vu pas mal d'annonces ces derniers jours. Il y en a encore qui arrivent. Alors, on avait anticipé pas mal de choses parce que, évidemment, on sentait que la vague de départ serait importante. Donc, il y avait des choses qu'on a annoncées là dernièrement, mais qui étaient faites depuis un moment, qui étaient dans les tuyaux, on va dire. Pour la suite, je pense que ça sera un petit peu moins rapide que les autres saisons parce que c'est la conséquence, encore une fois, de ce qui se passe aux États-Unis avec le championnat universitaire. Parce que les agents américains, maintenant, sont autorisés à travailler sur ce marché-là aussi. Et ça a complètement déphasé leurs repères, puisque les salaires sont vraiment déconnectés de nos réalités. Et donc, quand on les contacte avec des contrats professionnels pour les montants qui sont les nôtres, je ne vais pas dire qu'ils nous rayonnaient, mais on n'est pas loin quand même. Donc voilà, il faut trouver les interlocuteurs qui ont potentiellement des repères de réalité adaptés. C'est pas évident. Pourtant, moi j'ai été agent 20 ans, donc j'ai travaillé avec certains, j'en connais certains plutôt très bien. Donc ça me permet qu'ils se foutent pas de nous au moins. C'est-à-dire que quand je lui ai posé la question il y a 2 jours, mais t'es pas complètement déconnecté par rapport à ce que tu as vécu pendant 3-4 mois. Il m'a dit ah si mais complètement. Donc, au moins il a eu l'honnêteté de me le dire. Donc voilà, il faut qu'on soit attentif à ça et qu'on essaie d'être patient pour trouver les joueurs qu'on souhaite recruter. Mais cette année, c'est vraiment pas évident pour le coup. C'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas du tout la notion de tout ça quand on n'est pas dedans. Et même pour la plupart, quand on est dans le basket, on n'a pas connaissance forcément du marché sportif et puis du quotidien des agents. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de le savoir. Il y a quand même des signaux positifs dans notre recrutement. Je trouve qu'on a plutôt... Je vais juste, justement, par rapport au recrutement, préciser que c'est pas simplement on passe un coup de fil, on signe un joueur, on lui présente un projet. C'est pas ça. Ça demande des années de construire un projet solide à vendre. Ça demande des années d'avoir la légitimité de présenter ce projet-là. Et ça demande des années de construction de réseau pour, justement, quand on appelle les gens, déjà qu'ils décrochent le téléphone, puisque ça, c'est pas gagné à la base.
Donc voilà, quand on parle de complexité, souvent on se dit bah oui, recrutement, voilà, on trouve un joueur, on le repère, on le recrute, terminé. Mais en fait, c'est vraiment pas ça du tout. Et en effet, c'est une phase très très complexe qui réclame c'est vraiment des années de travail pour arriver au moment d'être capable de finaliser un projet qu'on a en tête pour un club. Et est-ce que du coup, justement, tu peux nous expliquer comment se passe un recrutement concrètement? Quelles sont les étapes, les discussions, les analyses? Comment vous fonctionnez? Alors d'une année sur l'autre, déjà, on repère très tôt les soucis qu'on pourrait avoir dans l'effectif qu'on a construit, parce qu'un effectif idéal, je pense que même le Real Madrid, ils ont des difficultés à le composer, sinon ils seraient champions d'Euroleague tous les ans avec leur budget. Et puis même pour être excessif, je pense que même les clubs NBA ne recrutent pas absolument tous les joueurs qu'ils veulent. Donc, a fortiori, sans manquer de respect à la JL, a fortiori pour la JL Bourg, c'est encore plus complexe. Et donc, il faut être un peu créatif, prendre des paris qui sont pas toujours payants, même si globalement, on le voit avec les résultats, c'est quand même plutôt positif. Et donc, repérer très tôt ce qui potentiellement peut ne pas aller dans l'effectif qu'on a en cours de saison pour améliorer certains points précis pour la saison suivante. Puisqu'on essaie, voilà, comme ça, de rebondir sur des choses qu'on peut observer et qu'on peut aussi observer de la tendance du basket qui est joué, parce que la tendance du basket qui est joué, ça impacte aussi. Donc, il y a quelques années, les meneurs en Euroleague, c'était Calates, Spanouis quand ils jouaient, enfin, tous des joueurs d'1m95. Et puis maintenant, on voit des TJ Shorts et Carson Edwards. Et tout ça, ça a un impact sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire que ça lance des tendances. Donc la tendance aux petits meneurs, ben voilà, on a pu voir par nos premiers recrutements qu'on s'est adapté à ça, sur le côté petit meneur dynamique puncher. Puis le côté rythme offensif, même si le nombre de possessions varie pas énormément, mais il y a quand même ce côté-là de rythme offensif qui est différent. Et on voit, oui, on peut se dire, ah, on n'a pas réussi à stopper Paris en demi-finale, mais bon, bah, Monaco, ils ont le même problème. Et puis toute la saison, tous les clubs d'Euroleague ont le même problème. Le basket de maintenant est très différent et axé différemment. Donc c'est aussi quelque chose qui impacte le recrutement pour essayer de rester à la page avec les tendances du basket actuel ou contrer des choses qu'on ne peut pas contrer. Mais typiquement, prendre des intérieurs très grands, très lourds et se confronter à ce basket-là, très dynamique, très rythmé, c'est antinomique. Et donc, nous, investir beaucoup d'argent sur un très très grand gabarit, c'est compliqué. Euh, donc on fait différemment, on recrute des intérieurs en Pro B qui ont des caractéristiques précises qu'on estime pouvoir transposer. Et bon, avec Kevin et Jean-Marc, on a vu que ça a fonctionné, donc on espère qu'avec Ivan, ça va fonctionner. Et puis on a mis en couveuse quand même un très grand gabarit, pour l'instant c'est rare, mais avec Narcisse, qu'on a signé et prêté à Poitiers. On a déjà commencé à échanger avec Poitiers pour qu'il le prépare de la meilleure manière, pour que la saison prochaine, il vienne avec des aptitudes qui sont justement appropriées pour ce nouveau basket qu'on joue. Et du coup, on a surtout parlé de la phase d'analyse. C'est quoi finalement les axes d'amélioration pour l'année prochaine? Quand tu as un petit peu commencé, on va dire, ton plateau de recrutement, quelles ont été vos premières tendances? Parce que tu travailles aussi quand même avec tout un staff derrière toi. Bien sûr. Alors, bah, déjà, le rebond cette année qui était défaillant sur un certain nombre de points. Après, le rebond, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire que des intérieurs. Et c'est aussi lié encore une fois, des tendances où maintenant tout le monde se jette au rebond offensif. C'est ce que Paris a importé et qui est repris un peu partout. Et donc, fatalement, bah, le nombre de rebonds offensifs de tout le monde augmente et mécaniquement, le nombre de rebonds défensifs de tout le monde baisse. On l'a vu cette année un peu avec un Joël qui des fois finissait avec des stats au rebond qu'on n'aurait jamais vu il y a plusieurs années sur ce type de poste aussi. Ouais, oui, des extérieurs qui développent ça. Et il est malin, il a vu que c'était en effet quelque chose qui allait être recherché. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on perd et qu'on va le retrouver sur les terrains d'Euroleague l'année prochaine. Et il a développé cette aptitude-là. C'est pas évident de trouver des extérieurs en effet qui participent de manière aussi efficace au rebond.
Et encore une fois, c'est l'affaire de tous, mais encore une fois aussi, c'est lié à des tendances de jeu qui font que c'est pas strictement parce qu'il y a une faiblesse ou un manque de volonté. Voilà. On a ciblé certaines choses cette année sur certains joueurs. En cours de saison, on leur a mis des chiffres devant le nez en leur disant mais attends, non, ce que tu faisais l'année dernière c'était ça, et maintenant tu le fais plus. Ce que tu devrais faire c'est ça et tu le fais pas. Voilà, ça réclame aussi des interventions en cours de saison. Mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte d'améliorer ça. La lecture de jeu, c'est pareil, c'est pas juste un joueur. C'est terminé le fait d'avoir un meneur qui est le créateur et qui est celui qui a la lecture de jeu pour toute l'équipe. C'est terminé, donc il faut que ça soit entre tous les postes. Donc ça, c'est un paramètre aussi. Voilà, on a plein de paramètres. L'adresse extérieure, on a vu en début de saison, comme ça nous a pénalisé d'être défaillant sur le tir extérieur. Donc là, avec un des meilleurs shooters au monde, malgré son gabarit et qui le limite, mais en tout cas qui est quand même reconnu comme ça. On espère que chez nous, il continuera à développer cette qualité-là. Puis on a apporté Anthony Lamanca, qui est un spécialiste du tir, Seigneur Moulari, qui est du tir. Voilà, on va aussi essayer de répondre à ça dans la mesure du possible. Et est-ce qu'il y a des postes qui sont un peu plus importants sur le recrutement, même si évidemment c'est une notion de collectif? Je sais pas, on parle souvent de l'axe 1-5 ou... On parlait, enfin en tout cas il faudrait en parler au passé en tout cas, puisque hormis à Madrid, il n'y a pas de axe 1-5 dominant dans aucune équipe d'Euroleague. Ça n'existe plus en fait. Donc c'est mouvant tous les ans, il faut essayer de trouver des joueurs dominants. Nous, on se limite tous les ans à avoir 3 joueurs, ce qu'on appelle les facteurs de production essentiels, enfin qui portent un peu le danger de l'équipe pour pas avoir 5 ou 6 joueurs qui ont des aspirations à porter le jeu d'équipe, parce que sinon c'est pas gérable et le collectif n'existe pas. Et tous les ans, on essaie d'être attentif à ce qui est le plus d'équilibre possible pour que tous les joueurs viennent pas avec des ambitions de scorer. Donc on essaie d'avoir 3 joueurs et généralement il y a évidemment un garde, donc on en a recruté un. Il y a ce qu'on appelle un swingman, quelqu'un qui navigue sur les postes 2 et 3. C'est quelque chose qui est un vrai point fort de ce qu'on fait depuis 3 ans avec James Palmer Jr., qui gagne des fortunes en Turquie maintenant. Il est pas en Euroleague, mais c'est un choix financier. Il gagne 4 fois plus que ce qu'il gagnait ici. Zachary Rizaché, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, donc voilà. Et puis alors, il y avait Jérémy Morgan, puisque du coup, on avait fait un monstre à 2 têtes l'an dernier. Jérémy qui devrait signer en Euroleague, qui, quand il était venu ici, avait émis le souhait de revenir. C'est une discussion qui a duré 2 mois. Et puis finalement, il n'a pas souhaité donner suite après la discussion. Mais voilà, l'an dernier, c'était un point très très fort. Et cette année, avec Jordan Usher encore, qui lui aussi est suivi par 3 ou 4 équipes d'Euroleague. Donc c'est quelque chose un point très fort de notre effectif et qu'il faut qu'on essaie de trouver. Là, aujourd'hui même, on a essuyé un refus d'un joueur qu'on avait identifié comme quelqu'un qui aurait pu prendre la suite de ces joueurs-là et qui a signé un contrat. Nous, concrètement, on peut être concret parce que de toute façon, c'est diffusé derrière. On lui proposait 200 000 et il a signé pour 100 000 par mois en Chine. Donc voilà. Je suis pas bonne en maths, mais... Oui, voilà. Donc 5 fois plus que ce qu'on lui proposait. Donc, et net d'impôts. Donc bon, il a choisi la Chine, même si sportivement ça se discute, mais à un moment, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire des choix financiers pour sa vie. Donc on repart à l'attaque et à la recherche de ce poste 3-2 dominant, et on va aussi, avec Adrien Nelson, essayer de monter le curseur des attentes pour lui, parce qu'il a montré cette année qu'il avait des aptitudes offensives, et donc on va un peu monter le curseur de l'attente offensive vis-à-vis de lui. Justement, pour parler d'Adrian ou encore d'Adam Mokoka, le recrutement a bien avancé et je trouve que la JL frappe déjà fort dans son recrutement. En tout cas, il y a des choses super sympas et je trouve que ça a l'air plutôt bien accueilli en plus aussi par nos supporters qui ont hâte de voir la suite de l'ossature. Oui, c'est vrai que c'est très positif d'avoir pu signer Adam, qui était très sollicité, parce que ce qu'il a montré avec Cluj, mine de rien, en Eurocup, c'était très positif. Il a vraiment très bien évolué. Ce qu'il a montré avec l'équipe de France aussi, c'est vraiment
quelqu'un qui est très impactant défensivement et qui a développé des aptitudes offensives qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est un vrai bon signe en effet d'attractivité. On va revenir sur le côté, oui, mais alors il signe qu'un an. Bah oui, mais en fait, si on lui propose 2, il viendra pas. Donc on va pas lui proposer 2 parce qu'on veut qu'il signe chez nous. Joël Ayayi, l'an dernier, quand tu lui as dit, tu veux faire un contrat de 2 ans? Non, c'est 1 an. Bon, bah, donc on lui propose 1 an. Voilà, donc c'est très positif d'avoir réussi à le signer, d'avoir réussi à signer Assemian Moulare, qui est un joueur qui a fini quand même la saison de Pro B sur les chapeaux de roue avec des statistiques d'un joueur étranger de Pro B dominant, voilà, qui est allé jusqu'en demi-finale avec une équipe très peu dotée économiquement. Vichy qui fait un super travail avec les jeunes joueurs. Et c'est quelqu'un qui va arriver pas du tout sur la pointe des pieds. Donc ça aussi, c'est un signal positif. Et le fait qu'Adrian, en effet, qui était sollicité ailleurs, nous fasse confiance pour une deuxième année, c'est important. Pour clôturer doucement ce bilan, on avait une question de Sylvain. Là, on sort un tout petit peu du sportif pour adopter un point de vue plus global sur le club. Donc, c'est souvent le président qui prend la parole là-dessus, mais je sais que tu n'es pas en reste sur ces sujets. Quelles sont les projections économiques du club? Sommes-nous voués à être uniquement un club formateur et tremplin, avec un plafond de verre pour Bourg et le nombre de places limitées à Equinox, ainsi que le budget annuel? Je reprends les mots. Ouais, alors sur le budget, en effet, je suis pas la personne la plus adaptée à répondre à ça, mais il me semble quand même qu'il a bien évolué, pour pas dire beaucoup évolué, qu'il faut aussi remettre ça en rapport à la taille de l'agglomération. Et donc, si on fait un rapport économique, taille, importance du budget, là, on est sur... on peut pas parler de plafond de verre, en fait, là, parce qu'il est explosé de partout, tellement les résultats sont impressionnants économiquement. On a un parti pris sur le sportif, c'est de limiter la masse salariale, qui est volontaire. Alors, il y a une petite fourchette quand même, hein. On navigue à plus ou moins 200 000 euros selon les saisons, mais la base médiane, c'est 1 500 000 euros net. Parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à ce joueur, si on rentre dans cette course-là, c'est sans limite. On n'arrête plus. C'est-à-dire qu'on va donner plus parce que lui, il a l'Euroleague là, donc pour qu'il vienne, on va lui donner plus. Mais donc, sa motivation va être financière. Il ne va pas venir ici pour autre chose. Mais donc, il y a un autre joueur qui va savoir qu'on a fait ça, donc il va aussi demander plus. Et en fait, c'est terminé en fait après. C'est la fin du projet, le jour où on fait ça. Donc on souhaite s'auto-limiter à ça, sachant que c'est quand même déjà des sommes qui sont intéressantes. Et on souhaite vendre des projets, encore une fois, vendre de l'enthousiasme. Et ça, on va revenir aussi sur une dernière question que tu as, je crois, par rapport à l'enthousiasme général du projet. Et je pense qu'on est quand même suffisamment armé, tant qu'on a l'Eurocup, pour économiquement faire face. On fait des choix forts au niveau du club de porter un message de génération des revenus. C'est-à-dire que et ça, c'est utilisé dans le recrutement. On leur dit, quand vous venez ici, c'est un club qui travaille pour générer ses revenus et l'argent que vous touchez, c'est beaucoup de travail. Et ça, c'est important aussi. Donc, je sais que j'avais vu des questions aussi par rapport à l'utilité du 10-55. Bah, l'utilité du 10-55 est vitale, en fait, puisque ça finance le club au bout du compte. Et que c'est un outil de dire, bah oui, on n'attend pas que des sponsors ou des mécènes viennent donner de l'argent. On génère des projets qui génèrent soit de l'attractivité, soit des ressources. Et avec le projet de centre de sport santé que je vais piloter avec Julien, avec Maxence Besson, le médecin du club, ça c'est extrêmement important. On le voit sur les premiers retours qu'on a quand on le présente. Il y a encore une fois beaucoup d'enthousiasme et des gens qui sont admiratifs de tout ce travail-là. Il faut juste se rendre compte qu'en effet, ça réclame énormément de travail, mais que pour un club comme Bourg, c'est la manière de faire et il faut donc qu'on continue dans cette voie-là. Je te propose de conclure avec une dernière question. Pour finir, est-ce que tu as un message que tu aimerais adresser directement aux supporters à l'aube de cette nouvelle saison? Ouais, mais vu que je parlais d'enthousiasme, parce que c'est important pour un club comme nous. Je sais que j'ai eu une intervention qui a été jugée comme malheureuse par certains sur la tribune des supporters du club. Mais si je le fais, si je l'exprime, c'est que j'estime qu'en effet, c'est la seule manière pour le club de Bourg d'exister par rapport à tout ce dont on parle tout à l'heure de puissance économique
contre laquelle on doit lutter et on ne lutte pas à armes égales. Et donc, quand on essaie de construire un état d'esprit, voilà, on part à la conquête tous ensemble d'événements positifs. Bah, cet enthousiasme-là, il faut le conditionner, mais il faut que les gens de l'environnement du club arrivent aussi à se conditionner à ça. En fait, le sport professionnel n'existe que par l'intérêt qui génère auprès de la communauté autour de lui. Mais si cette communauté autour est trop négative ou trop attentiste et puis tombe trop rapidement dans l'insatisfaction, les joueurs vont le ressentir invariablement, très rapidement, parce que maintenant, il n'y a plus d'étanchéité en fait avec les réseaux sociaux, c'est immédiat. Puis on parlait aussi du travail que ça génère. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ça, c'est-à-dire que on a un président qui compte pas ses heures, qui est très bon. Je ne demande pas une augmentation par rapport à ça, président. Mais il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire que il est reconnu comme le meilleur président de France. J'estime que c'est un des meilleurs en Europe, si c'est pas le meilleur, et qui ne compte pas ses heures. Donc nous, derrière, on fait pareil. Enfin, moi, je compte pas mes heures, ça c'est à peu près connu aussi. C'est l'équivalent de, pendant la saison, 2 temps plein, là maintenant 3 temps pleins, aux grandes dames des médecins qui nous suivent. Donc voilà, c'est bien d'être porté par une forme d'enthousiasme autour, parce qu'on ne s'économise pas du tout. Et là, j'inclus tous les salariés du club aussi, qui ne s'économisent pas du tout et qui aussi ne comptent pas leurs heures. C'est un travail passion. Donc à nous, en effet, de générer la passion, générer l'enthousiasme autour. Mais c'est un vrai défi que de ne pas se conditionner à avoir des attentes démesurées. Ce qu'on a vécu en 2023-2024, c'est exceptionnel. Toi, tu ne l'as pas vécu, maintenant, tu n'étais pas là. Donc, on te doit d'essayer de le reconstruire pour que tu le vives. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, c'est absolument pas garanti, et loin de là, de le vivre tous les ans, des saisons comme ça. Moi, j'en ai vécu aussi à l'époque à Nanterre. C'est rare, en fait. Et il faut les garder en mémoire en étant nostalgique, en s'en souvenant comme des bons souvenirs. Mais garder ce feu en soi, parce que on a tous besoin de ça. La vie quotidienne est ce qu'elle est, tout est compliqué. Et si le sport devient un espace où il n'y a pas d'enthousiasme, on perd un peu le carburant. Merci François. C'était très intéressant et important d'aborder, déjà de se poser, d'aborder un peu ces saisons qui sont denses, qui passent vite et à la fois qui sont longues, et puis de pouvoir se projeter. Et on a hâte de voir les derniers recrutements que vous nous réservez alors. J'ai aussi hâte de terminer le recrutement. J'imagine. Merci. Merci.